La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Nobody can believe where I started from. I started playing basketball in Greece when I was 12 years old. I was just a skinny kid, and I fell in love with basketball. The first day I started the basketball, I saw him reach the NBA, and I make it. This kid has as much upside as anybody in this draft. I came here by myself. It was tough. Maybe 15 years, 20 years, maybe my numbers of the next career. Just thinking how the national going to say my name. Antetokounmpo, Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Worked hard to change my body. Now I'm the same kid living the dream. You know who you're messing with. This is no mere mortal man we're looking at. The great basketball god. I want to go down as one of the best players to ever play the game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Hardest player I've had to guard. The hardest player I ever had to guard was. Hardest player to guard. Hardest player I've ever had to guard. That's a tough question. The hardest player that I ever had to guard was Paul Pierce. He was at the end of his career. He was real slow. I didn't think nothing of it, but he was so smart. He was just losing me all over the place. He was playing chess while I was playing checkers. The hardest player I ever had to guard was probably Derrick Rose, 7-game series. We went all the way to the wire, 7 games, and he put on a show. It was tough. He's very quick, very elusive, and very explosive. Hardest player for me to guard would be Carmelo. Melo was one of the toughest because, you know, he knows how to throw his body around. He knows how to play physical. He's strong, quick, and he can score from anywhere on the floor. The hardest player that I ever had to guard is Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Dirk. Nowitzki the drive, puts up, shot, it's good, and a foul. Such a skilled player. He can put the ball on the floor. He can shoot it, post up. You have that height advantage, 7'1", and it's hard to guard him. Shot and his release is so high that you can't really do much to affect him. It's just whether he misses it or makes it. Usually the great players on other teams, I'll let somebody else guard. So that was a good strategy that worked for me. Toughest player I ever had to guard would be Tim Duncan. Timmy D for sure. Timmy for the win. Got it! Tim Duncan! He's Mr. Fundamental, but, he was just so solid. He was so smart, reading the defense, reading what they would give him, and just taking it. Hardest player I've ever had to guard, I would say Tony Parker. Prime Manu Ginobili. Manu Ginobili, when he was in his prime. His herky-jerky style, the fact that he was left-handed, it just made him tough to guard. The hardest player I've ever had to guard is Anthony Davis. Anthony Davis. You can't really take anything away from him. He's a big with so many skills, and he's one of the best that's doing it. Probably, I say James Harden. James Harden, just because he's so shifty. The minute you stop him, you got to counter. You can feel like you're playing the best defense ever. He'll still make a tough shot in your face. The hardest player I ever had to guard is probably LaMarcus Aldridge. I had some really good battles with LaMarcus Aldridge. Last year, I think LaMarcus Aldridge really outplayed me. A great post-up player, great offensive player, and he's a tough matchup. The hardest player I've ever had to guard was Brandon Roy. Earlier in my career, definitely Brandon Roy. Blast from the pass, Brandon Roy, he was tough. Complete player, can shoot threes, can drive to the basket. He was strong, quick. Fortunately, he retired due to injury. The hardest player that I've had to guard would be Steve Nash. Steve Nash. I was an 18-year-old kid thrown into a game against the would-become MVP, and he just had his way with me. Hardest player ever had to guard. When I started, it was Iverson. Iverson behind his back. His crossover was insane. He was one of the most complete players. He was so fast, so good with the ball. He was just amazing, and he was probably one of the hardest guards I've ever had to guard.
Nowadays, Curry just never stays still, always moving, always trying to shoot. Steph Curry before KD got there, and Russell Westbrook after KD left, because I think their usage rates were so high and they're such talented basketball players. Russell Westbrook, he's all gas, no breaks. Vous m'entendez bien là? He's power at all time. He's one hell of a player, so he's probably the toughest guy that I have to guard in the league. Steph Curry or Kyrie Irving? Definitely Kyrie Irving, because he can do so many things on the offensive end. The hardest player I've had to guard is definitely LeBron. LeBron James is it's hard to guard him. You know why? Because he's the best player in the league. He knows the game. He's really smart. It almost feels like he's always a step ahead of you. What he does on the floor is just not even in this world compared to guys in this league right now. The hardest person I ever had to guard, Dwayne Wade. Oh, Wade, what a play! I always say Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Long run out by Kobe Bryant. Behind. What did I just see? The way he knew what the defender was going to do, he knew how they would react to his various moves, and his ability not to care what shot he took. It was always tough to guard. Arguably the best player of at least my generation. He's so gifted and talented, and then he's an assassin, and he looks to score every play. Hardest person I've had to guard was Shaq. Hardest player I have ever got without thinking is Shaq. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, because he's beast. He was so big and strong. In his prime, he was the hardest player to guard, period. He was the most dominant center in the world back then. Luckily, I didn't have to guard him very much. But the very few times that I did, he was... La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Against superior competition. Curry. Bergeron back to Curry, corner three. Pressure that Steph Curry just put on Kyrie Irving pulls up, stops on a dime and banks it. This is a tough time right now. They've already given up 5 threes. Green the drive, left hand. Think the game, play the game. I think he's overthinking. Just got to be aggressive and attack the basket. Thank you, Josh. Livingston to jumper back down in numbers. +8 for Cleveland. James drives in hard. Nice. Green gets away from Shumpert. Layup. Count it. And a foul at the other end. Puts it in. Plays 6 minutes. J.R. Smith with a hand in his face. Nails that 2-pointer. Another 3-pointer. Curry with the 3 fouls. Picks him up. J.R. Smith tries another 3. That's good. J.R. Smith with a... Curry with the 3 fouls. James passes it off. Smith another 3. That's good. Backs in. Tough fall-away shot. It's good. Second differential, and they shot it way too early. Iguodala inside. Finds room and finishes. Shot clock back to 5. James drives. Gets in the paint. Puts it up and puts it in. Making plays for you. You got smaller guys on you. You got to capitalize. That time he does, right on cue mark. Irving drives on Green, gets inside, off balance, comes up short, gets his own rebound and puts it back. 7 to shoot. Good ball now from Shumpert. Green drives on James and finishes. The Cavs possessions here to start the fourth. James drives down the lane, running shot. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, vous êtes bien connectés sur le parquet de la Radio Off avec Oncle Phil. Basket bien en live, bien positionné pour animer votre talk show comme on en a l'habitude toute la semaine avec des talk shows en veux-tu, en voilà les amis. Allez, vous le savez, nous sommes en plein dans les playoffs et nous sommes aussi en live avec ce qui se passe du côté de la NBA avec cette rencontre qui se termine entre les Blazers et les Nuggets, ce fameux Game 7, ce match sacré de cette demi-finale de conférence à l'ouest entre les Blazers et les Nuggets. On va en parler
avec les panélistes qui sont présents sur le parquet. On rappelle que après ce match, nous aurons les Sixers face aux Raptors. Toujours un Game 7 des familles avec notre cher Joel Embiid face à notre cher Kawhi Leonard. On va enchaîner avec les présentations. On va commencer par présenter pour accueillir les panélistes sur le parquet de la radio. Mopo, est-ce que tu m'entends, Mopo? Bienvenue Mopo. Bienvenue sur le parquet de la radio. Comment vas-tu? Ça fait un moment qu'on t'a pas entendu, mais c'est toujours un plaisir. Tu sais où j'étais, on s'est croisés, Toujours. En tout cas, c'est un réel plaisir. Ah, Missy qui tousse dans le micro, ça s'entend quand on est en train d'animer. Missy, comment vas-tu? Missy depuis Paris qui est avec nous, comment vas-tu? On est là. La forme, ça va un petit peu? Oui, ça va, mais bon. C'est mon cousin, mon frère. C'est demain qu'on l'amène au cimetière à Tremblay en France. Oui. Donc ce sera un moment encore de douleur, mais il repose à présent en paix. Et nous sommes là, la vie doit continuer pour nous tous. Je le dis à chaque personne. Oui. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent, mais notre vie doit continuer. Une fois de plus, toutes nos plus sincères condoléances, Missy. Vraiment, toutes nos plus sincères condoléances. On va continuer avec les présentations. On va aller du côté d'Angers. On va accueillir le Doc qui est avec nous. Bonsoir, le Doc. Le Doc, est-ce que le Doc est avec nous? Le Doc n'est pas connu. Il était avec nous tout à l'heure, non, le Doc? C'est bizarre. Le Doc qui est avec nous. On va le rajouter. Alors, le temps que le Doc soit bien connecté avec nous, on va balancer une pub et on va rattaquer. Ah, le Doc qui est là. Est-ce que le Doc m'entend? Bonsoir, le Doc, comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. Oui, il est venu au bon moment, lui, il a bien attendu la fin du match. Comment va le Doc en ce dimanche playoff, en ce dimanche Game 7, un dimanche Game 7. Un dimanche excitant, on aurait dû avoir 3 Game 7, mais bon, l'autre jour, les Warriors ont décidé autrement, donc on va profiter des deux. Oui. On va profiter des 2 Game 7 qui sont là, on va quand même se contenter de ça. Le premier a tenu ses promesses, donc on attend le second. Le deuxième. Voilà. Allez, restez bien connectés. On va attaquer, bien entendu, ce live avec nos analyses sur ces playoffs. On vous lance une petite pub et on revient tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Hardest player I've had to guard. The hardest player I ever had to guard was. Hardest player to guard. Hardest player I've ever had to guard. That's a tough question. The hardest player that I ever had to guard was Paul Pierce. He was at the end of his career. He was real slow. I didn't think nothing of it, but he was so smart. He was just losing me all over the place. He was playing chess while I was playing checkers. The hardest player I ever had to guard was probably Derrick Rose, 7-game series. We went all the way to the wire, 7 games, and he put on a show. It was tough. He's very quick, very elusive, and very explosive. Hardest player for me to guard would be Carmelo. Melo was one of the toughest because, you know, he knows how to throw his body around. He knows how to play physical. He's strong, quick, and, you know, he could score from anywhere on the floor. The hardest player that I ever had to guard is Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Dirk. Nowitzki the drive, puts up, shot, it's good, and a foul. Such a skilled player. He can put the ball on the floor, he can shoot it, post up. You have that height advantage, you know, 7 feet 1, and it's hard to guard him. Shot and his release is so high that you can't really do much to affect him. It's just whether he misses it or makes it. Usually, the great players on other teams, I'll let somebody else guard. So that was a good strategy that worked for me. Toughest player I ever had to guard would be Tim Duncan. Timmy D for sure. Timmy for the win. Got it! Tim Duncan! He's Mr. Fundamental, but, you know, he was just so solid.
He was so smart, reading the defense, reading what they would give him, and just taking it. Hardest player I've ever had to guard, I would say Tony Parker. Prime Manu Ginobili. Manu Ginobili, when he was in his prime. His herky-jerky style, the fact that he was left-handed, it just made him tough to guard. The hardest player I've ever had to guard is Anthony Davis. Anthony Davis. You can't really take anything away from him. He's a big with so many skills, and he's one of the best that's doing it. Probably, I'd say James Harden. James Harden, just because he's so shifty. The minute you stop him, you got to counter him. You can feel like you're playing the best defense ever. He'll still make a tough shot in your face. The hardest player I ever had to guard is probably LaMarcus Aldridge. I had some really good battles with LaMarcus Aldridge. Last year, I think LaMarcus Aldridge really outplayed me. A great post-up player, great offensive player, and he's a tough matchup. The hardest player I've ever had to guard was Brandon Roy. Early in my career, it was definitely Brandon Roy. Blast from the past, Brandon Roy, he was tough. Complete player, can shoot threes, can drive to the basket, was strong, quick. Fortunately, he retired due to injury. The hardest player that I've had to guard would be Steve Nash. Steve Nash. I was an 18-year-old kid thrown into a game against the would-become MVP, and he just had his way with me. Hardest player ever had to guard. When I started, it was Iverson. Iverson behind his back. His crossover was insane. He was one of the most complete players. He was so fast, so good with the ball. He was just amazing, and he was probably one of the hardest guards I've ever had to guard. Nowadays, Curry just never stays still, always moving, always trying to shoot. Steph Curry before KD got there, and Russell Westbrook after KD left, because I think their usage rates were so high, and they're such talented basketball players. Russell Westbrook, he's all gas, no brakes. He's going 100 miles per hour at all time. He's one hell of a player, so he's probably the toughest guy that I have to guard in the league. Steph Curry or Kyrie Irving? Definitely Kyrie Irving, because he can do so many things on offense. The hardest player I've had to guard is definitely LeBron. LeBron James is it's hard to guard. You know why? Because he's the best player in the league. He knows the game. He's really smart. It almost feels like he's always a step ahead of you. What he does on the floor is just not even in this world compared to guys in this league right now. The hardest person I ever had to guard, Dwayne Wade. Oh, Wade, what a play! I always say Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Long run out by Kobe Bryant. Behind. Oh! What did I just see? The way he knew what the defender was going to do, he knew how they would react to his various moves, and his ability not to care what shot he took. It was always tough to guard. Arguably the best player of at least my generation. He's so gifted and talented, and then he's an assassin. He looks to score every play. Hardest person I've had to guard was Shaq. Hardest player I have ever got without thinking is Shaq. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, because he's beast. He was so big and strong. In his prime, he was the hardest player to guard, period. He was the most dominant center in the world back then. Luckily, I didn't have to guard him very much. But the very few times that I did, it was painful. He had me about 200 pounds, and I had not a chance in life of stopping him. The hardest player I ever had to guard was probably Kevin Durant. Kevin Durant. Kevin Durant. I'd say Kevin Durant. Probably Kevin Durant. Definitely Kevin Durant. Just because of his length. Just because of his length. He has longer arms than me, and when I feel like I'm contesting his shot, I'm really not. Durant will rise for three. Basically a 7-footer with point guard skills. Elite score from all three levels. Pull up, mid-range, 3-ball. He has everything. He can kind of do a bit of everything. Can do basically everything. There's nothing you can really take away. If he has a hot day, he's going to make his shots. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jordan, Kobe, LeBron, KD, all these guys did it every single day. You cannot take days off every single day. Is it hard? Yeah, it's hard. If you cannot tie your shoe laces or show up on the court on time,
or give effort every single day in practice, what expects you to think that you're going to do that in the game? You cannot be consistent in the game if you're not consistent in what you do on a daily basis. You love me. You love me because I'm Kobe. Because I'm a 5-time champion. Because I'm one of the greatest to step on the court. But you shouldn't. You should hate me. Hate me. Because I gave you 4 a.m. Because I pushed you when no one else would. Hate me. Because I demanded greatness. And greatness demands everything. Love me when you become greater. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les playoffs, cette nuit spéciale Game 7 avec ces playoffs NBA, et on va commencer par faire le point sur ce match qui donc s'est clôturé du côté de la NBA entre les Blazers et les Nuggets de Denver. On rappelle que les Blazers ont donc battu ces Nuggets de Denver sur un score de 100-96 avec un extraordinaire CJ McCollum, 37.9 rebonds, 1 passe face à Nikola Jokic, 29 points, 13 rebonds, 2 passes décisives. Allez, avant d'enchaîner avec les éléments que je souhaitais partager avec vous, on va faire le point avec les panélistes. On va commencer par Mopo. Allez, Mopo pour son retour. Ça fait un moment qu'on l'a pas entendu sur le parquet. Mopo, tu m'entends? Allô? Alors Mopo, comment est-ce que tu as envie de réagir face à ces Blazers? En tout cas, ces joueurs des Blazers, moi je les aime beaucoup cette saison. J'apprécie beaucoup ces joueurs. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce Game 7? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Depuis le game le troisième match-up, un peu dans le porte la montée qui voulait plus tout un peu, non? Et aujourd'hui, avec un déficit de 17 points à l'entrée, on a vu qu'ils voulaient plus. Et ils ont monté que match-up pour match-up, gars, ils avaient peut-être le meilleur match-up pour face of God et c'est un peu, non? Tu regardes bien la complexité de leur banque, tu regardes un peu ce qu'ils ont pain pour pain. Ils ont quand même un peu de quoi, tout un peu, non? Ouais. Et aujourd'hui, on a vu des meneurs comme Damien Lillard, qui a struggle, qui a fait gros. Il a fait 16 points, les 2 premiers quarts, tout un peu, non? On a vu quand même aller chercher 9 points, mais il a fait 6 points. On a vu sa défense. Ouais. Donc, où il n'arrivait pas à marquer, il essaie de l'actoyer, combler les lacunes. Tout un peu, non? C'est là où on a la défense. Aujourd'hui, c'est le rebond, parce que je pense qu'il a fini le match avec quoi, 10 rebonds. Et CJ McCollum a fini le match. Oui. Tu es connecté avec nous, hein, Adrien. Tu m'entends, Adrien? Est-ce que tu m'entends, Adrien? Tu m'entends? Allô? Adrien ne m'entend pas. Mopo, tu m'entends bien, non? Adrien qui est avec nous depuis La Roche, mais il ne nous entend pas. Adrien, allô? Missy, tu m'entends? Oui. Allô? Est-ce que Adrien nous entend sur le parquet? Allô, Adrien? Adrien, est-ce que tu m'entends? Adrien qui n'est pas avec nous, il nous entend pas. C'est un petit peu compliqué. On va essayer de rattraper Adrien.
On va essayer de le rattraper. Alors, on revient sur l'actualité. On avait la parole avec Mopo. On va rappeler Adrien. Hein. On va rappeler Adrien. Mopo, tu étais en train de t'exprimer. Tu peux y aller. J'ai déjà dit, poste par poste, le gars, on a vu une domination. C'est vrai, Jokic a fait ce qu'il pouvait. Je crois qu'il a fait le match, c'est 28, 29 points par là. Oui. Un peu, non? Chacun des gars des deux équipes ont fait, mais Portland avait une plus-value. Ça veut dire qu'ils avaient un banc qui entrait, qui se supplait, qui donnait tout un peu, non? Qui mouillait. Parce qu'aujourd'hui, on a vu Damien Lillard qui était fébrile, les deux finés 4 ans, mais on a vu quand même revenir. Et rappelle-toi, quand Wonderwood se blesse, ça change le momentum. Quand le petit là qui vient du banc, là, le gars qui est venu, qui a pris comme 2 fautes rapidement au 3e quart, la back-to-back, les phares. Mais tu as vu quand même les quelques 5 points, 6 points qu'il a fait rapidement, dès que Wonderwood est sorti. Ça veut dire que la petite brèche là ne marquait pas. Donc là, les 17 points, les forces, ils ont remis. Parce qu'ils voulaient vraiment, il a pu jouer avec. Ils ont monté parce qu'il y avait tout le public qui était allé derrière là-dessus. Ils avaient plus faim. Ils avaient plus faim. C'est vrai qu'il a raté quelques basques. À un certain moment, mais il a quand même mis des basques qui étaient très importants. Au niveau du 3e quart, il y a un double coup qu'il a mis à l'aile. Il a fait revenir à 1 point. Quand il a pris son avis, on a devant champion. Parce qu'à chaque moment, il revenait, il trouvait quand même. Il y a un moment même, Neg essaie de revenir à 1 point au niveau 4e quart. Oui. 4 minutes, 5 minutes, ils sont revenus. On a vu ça, oui. On a quand même trouvé la solution pour oui. Oui. Il voulait le win, était plus fort du côté de Portland. Et le coaching le coach a vraiment travaillé les systèmes de jeu. Parce qu'on a vu, ils attaquaient plus l'anneau. Oui. Ils ont compris qu'il fallait donner les fautes. Tu me dis un peu, non? Ils attaquaient l'anneau. Ils étaient dedans. On était vraiment. C'était le MVP, c'était le MVP. Il n'y a rien à dire. On a vu comment Damien l'a laissé prendre le ballon. Oui. Il l'a laissé attaquer. Tout un peu, non? Il a dit donner le ballon à l'attaque. Parce qu'il a compris que c'était celui qui avait la main ouverte. Les deux joueurs. Là, on a vu la cohésion. Il y avait une cohésion qui tout le monde va avoir une équipe. Et c'est ça qui fait la différence avec une équipe. Tu as vu les matchs de la série des Rockets. Tu vois cette série, il y a une grosse différence. Au niveau, tu sais que tu ne peux pas attaquer, tu laisses le gars qui peut attaquer. Il y a un moment où Turner devait passer le ballon à CJ Mark. Turner a pu attaquer. On a fait la faute, mais il a quand même marqué un lancer franc. J'avais même peur de lancer franc qu'il a fait un peu quand il restait 11 secondes. Il est parti pour le truc, il a pris pour faire le layup. On a le lancé franc, il a marqué les deux. Un peu, non? Un peu, mais parce qu'en fait, il était l'attaque d'avant, précédent. Et CJ Mark devait attaquer l'anneau parce que Daniel devait passer le bon de l'autre côté, mais il a pu pas attaquer l'anneau. On a vu quand même que chaque joueur essayait de prendre sa part de pied à l'édition. C'était un bon match. C'était un très bon match. Alors, je reviens sur les stats collectives. Missy qui va prendre la parole après le Doc NP. Juste pour enchaîner, le temps de préciser que les Blazers sont shootés à 40%. Les Nuggets ont été restreints à 37%. 15% à 3 points pour les Blazers. 10% pour les Nuggets de Denver. 4 ballons perdus par les Blazers contre 5 pour les Nuggets et 55 rebonds pour les Blazers, 51 rebonds pour les Nuggets de Denver. Deux équipes qui ont joué, qui ont fait de leur mieux, on va dire ça comme ça, mais c'est comme le Doc va parler tout à l'heure, comme Mopo l'a dit, les Blazers qui ont montré vraiment qu'ils avaient beaucoup plus faim sur cette série. Damien Lillard, 45 minutes de temps de jeu, 3 sur 17 au tir, 2 sur 9 à 3 points, 13 points pour Damien Lillard qui a clairement laissé son coéquipier, son binôme, ce binôme extraordinaire, CJ McCollum, il a laissé s'exprimer. 37 points pour CJ McCollum, 17 sur 29 au tir, 1 sur 3 à 3 points. Les deux joueurs ont démontré leur leadership tout au long de cette série face aux Nuggets. Il avait déjà fait lors du premier tour. C'est extraordinaire. On va laisser Missy s'exprimer et le Doc qui va aussi donner son avis. Missy, comment est-ce que tu réagis? Les Blazers qui nous font plaisir vraiment sur cette demi-finale de conférence. Les Blazers avaient déjà une revanche à prendre pour eux-mêmes. Oui. L'année dernière, ils ont été éliminés mais 4-0 suite au premier tour.
par une équipe de New Orleans. On ne voyait jamais que les Blazers pouvaient être sweepés. Comme on dit une chose, hein, n'ayez pas pitié de vous-même. Les gens n'auront pas pitié de vous. Oui. Ça veut dire que les Blazers, ils sont venus dans un monde où ils se sont dit il faut qu'on prouve que c'est-à-dire à peu de choses près la même équipe. Ah, il faut qu'on prouve qu'on peut jouer. C'est ça. Quand vous prouvez ça, premièrement, les Nuggets ont perdu une avance de 17 points. Peu importe où que ce soit, c'est problématique. C'est problématique parce que cette équipe, elle s'est effritée au fil du temps. Quand vous vous effritez au fil du temps, et Terry Scott a fait du très bon coaching. Ce match-là, il est à montrer aux jeunes joueurs qui jouent au basket et dans les écoles de basket comment Terry Scott a refait le retard. Il a laissé sur le terrain les joueurs d'un contre un. Oui. L'avantage avec les joueurs d'un contre un, toujours tout le monde sait, c'est les joueurs qui peuvent poster n'importe qui. Et c'est d'ailleurs CJ McCollum, 37 points, qui a récupéré l'écart parce que c'est un joueur d'un contre un. Il aura tout fait, il les a postés, mis les shoots incroyables. Parce que ce type de joueurs-là, ils ont une science du jeu, vous ne les arrêtez pas. Et d'ailleurs, on avait des moves à la Michael Jordan, donc il a dû bien regarder les... Il t'a fait plaisir, hein, CJ McCollum, hein, ce soir. Il t'a fait plaisir, CJ McCollum a dit l'année dernière, après les mauvais playoffs, tout le monde voulait se débarrasser. Tout le monde voulait le trader. Vous savez ce que CJ McCollum a fait cet été? Il a fait 2 fois plus de salles, de gym, pour améliorer son jeu. Voilà. Vous ne dormez pas avec votre talent. Parce que lui, il est parti à la salle. Le CJ McCollum qu'on voit là, ce n'est pas le CJ McCollum de l'année dernière. Donc vous devez tirer toujours profit de l'adversité. Là où vous n'êtes pas bon, vous progressez. Les Hakeem Olajuwon, c'est comme ça tout au long de leur carrière. Ils étaient très bons parce que chaque été, chaque année, vous devez améliorer votre jeu, revenir avec des moves différents. Et puis les playoffs, comme on dit-on, Damien Lillard, on l'a peut-être jugé mauvais, mais il y a ce tir à 3 points. Quand c'est Jokic qui a perdu un ballon, on le trouve sur le corner, le tir il tombe dedans. Nous sommes déjà dans le money time. Ça veut dire que c'est pas ce que vous ratez. C'est quand vous êtes là, c'est votre capacité dans les dernières minutes du match à prendre les bonnes décisions. Et Denver, c'est ce qui n'a pas marché. Quand vous avez un Murray sur courant alternatif, ça veut dire que Denver s'est enfermé dans toute une série de shoots à 3 points mal pris qui ne tombaient pas dedans. Le danger avec le tir à 3 points qui ne tombe pas dedans, c'est que vous n'êtes pas proche du cercle. Vas-y, vers la conclusion, puis on va tourner, on va faire réagir le doc. Vas-y. Oui, vas-y. Vous n'êtes pas proche du cercle pour prendre les rebonds. Je pense que, comme l'a dit Mopo, Portland, ils y ont mis des formes vers la fin de match parce qu'au final, c'est eux qui le voulaient vraiment. Maintenant, juste une chose, il va faire beaucoup de voyages là, Monsieur Delcurie, hein, entre le fils. il aura beaucoup de transport à faire. Hein. Il aura beaucoup de transport à faire. Le doc NP. Le doc, hein, on rappelle aux fans, on rappelle aux auditeurs hein, que la dernière fois que les Blazers avaient atteint la finale de conférence NBA, c'était en 2000. Hein. Tu imagines ça depuis tellement longtemps, le doc NP. 2000, ça fait en 19 ans, voilà, Missy, merci. 19 ans hein, que les Blazers n'avaient pas atteint une finale de conférence. On se rappelle à l'époque, nous avions un 5 majeur doté de comment il s'appelait ce petit meneur, Stoudemire,
Damon Stoudemire. On avait qui? On avait Smith. C'était Eric Smith, ce long shooter, cet ailier shooter là. J'ai oublié son prénom. Scottie Pippen, hein, Rashid Wallace et ce pivot européen. Donc Sabonis, voilà. Sabonis, je crois que c'était Sabonis, hein. Sabonis, hein. Le Doc One P, hein. Surtout, c'est Blazers qu'on va féliciter ce soir. Mais aussi, moi j'aimerais bien faire remarquer l'altruisme de Damian Lillard. Hein. L'altruisme de Damian Lillard, c'est pas tous les jours qu'on voit un joueur de cette importance s'effacer au profit de son coéquipier, hein, Damian Lillard, qui a vraiment laissé CJ McCollum prendre la mesure de ce match. C'est une habitude entre les deux. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les deux joueurs parfois sur le parquet. Si ce n'est pas le cas, regardez un petit peu comment ils se comportent. Hein. Les deux joueurs, les deux binômes ont l'habitude comme ça de se laisser de l'air lorsque l'un des deux est adroit ou lorsqu'il est chaud, l'autre le laisse s'exprimer. Hein. Donc, et on rappelle que les deux hommes sont aussi très très amis. Leurs familles sont très très liées du côté de Portland. On en avait déjà parlé. Un duo extraordinaire aux Blazers qui a porté enfin cette équipe depuis 2000 en finale de conférence. Donc NP, comment est-ce que tu réagis face à cette actualité, le Doc? Ouais, Phil, 2000, l'équipe qui m'a fait rêver. Tu en as même parlé dans dans l'épopée des playoffs, tu en avais parlé, oui. Eux qui ont ressorti les bandeaux, la mode des bandeaux, ils étaient en mission. Bonzi Wells, Rashid Wallace, Damon Stoudemire, Steve Smith, c'était Steve Smith, top 3 des flingueurs, des artilleurs quand il était à Atlanta. Oui. Et c'était même à cause de son salaire que la NBA, et à cause de cette équipe, que la NBA avait instauré cette luxury tax. Parce que cette équipe avait entre lui Detlef Schrempf, Scottie Pippen, Jermaine O'Neal, Gary Grant, Stacey Ogmond. Ils avaient des mercenaires qui étaient venus chercher le titre là-bas. C'était une équipe de mercenaires et les Lakers les ont éliminés, mais on se rappelle aussi de ce quatrième quart-temps et de 15 points, ils ont réussi à perdre ce match dans ce Game 7. Mais au-delà de cela, j'ai envie de rendre hommage à cette équipe de Portland. Des Blazers, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Autant on a parlé de ces Warriors, de l'exploit qu'ils ont fait, autant là c'est un exploit supérieur pour moi parce que ils reviennent, eux, d'une fin de saison où, après la blessure de Nurkic, moi-même j'ai dit c'était parmi les premiers l'équipe à prendre. Et on s'est dit que OKC était très faible, mais parfois on se dit qu'OKC est très faible, mais et si ces mecs s'y arrivent en finale, est-ce que tout le monde était très faible? Parce qu'au final, ça me rappelle un peu les Jazz de l'année dernière. Quand ils éliminent OKC, on dit qu'OKC est faible, mais les Jazz sans les blessures de Dante Exum et de Rubio, je pense que l'année dernière, ils poussent Houston en 6 matchs au moins. Donc, c'est encore la preuve que il y a des gens qui en play-off se surpassent, qui en même temps, par rapport à un malheur, transforment le malheur en une motivation. Il y a Nurkic, ils ont joué pour lui. En cours de route, Kanter, au début de ses playoffs, il se déboîte l'épaule. C'est vrai. Il déboîte l'épaule, il joue avec l'épaule en et en plus il fait le Ramadan, faut le rappeler. Il fait le Ramadan. Faut le rappeler. Et là, dans ce match encore, le troisième marqueur, celui qui pour l'instant les porte dans cette série, parce que c'est le facteur X, Rodney Hood se blesse et sort. Quand Rodney Hood se blesse et sort, on se demande les ressources vont aller où. Et là, ils ont encore trouvé des ressources supplémentaires pour aller chercher ce match. C'est ce qu'on appelle une équipe avec un grand E. C'est ce qu'on appelle une équipe avec un grand E. Que dire? On va dire quoi là? Denver, chapeau pour leur saison. Ils avaient cette série en main. Ils avaient cette série, mais moi, comme je l'avais dit à Eddie Tambadou de Oklahoma, quand je vois ce que Portland a fait contre OKC, c'est comme s'il y a un truc qui les porte. Il y a des saisons comme ça. C'est comme tu as dit, quand ça va pas sur un joueur, il y a un autre qui sort. Les deux stars, c'est ça. Lillard a vécu une série cauchemardesque malgré ses points qu'on peut voir. Ses pourcentages n'étaient pas terribles du tout. Mais alors, il a pu compter sur son lieutenant, on peut même dire son
franchise player maintenant. Bien sûr, bien sûr. Ça fait un moment que ce joueur McCollum, j'en parle souvent sur le mur du off, je ne sais pas, quand je le vois jouer, il sent le basket, mais le basket pur et propre. C'est incroyable, il a tout. Je disais à un ami basketteur, tu donnes à Klay Thompson le drive de McCollum, c'est le meilleur joueur du monde. Mais tu donnes à McCollum le tir de Klay Thompson, c'est le meilleur joueur du monde. Mais ça veut dire que l'un ou l'autre ont encore une marge de progression parce qu'ils ne sont pas. Et il est tellement sous-estimé, le Doc, pourtant, CJ McCollum. Tellement sous-estimé. Et c'est pour ça que je me disais, quand on parle de All-Star, il faut bien distinguer. Chacun a sa chance. Tu peux tomber dans une conférence où, voilà, c'est très serré, tu ne seras pas All-Star. Bradley Beal a été All-Star cette année. Avec la conférence Est qui s'est un peu vidée de stars. McCollum, ça se dit à l'Est, c'est que c'est un All-Star confirmé. Malheureusement, il est dans une conférence où à son poste, à l'aile, que ce soit en 2 ou en 3, il y a tellement de stars que c'est dur de le mettre All-Star. Mais pourtant, il est un All-Star. Il est un All-Star. Dans la hiérarchie des stars, malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde. Ouais. Déjà, il faudrait que il pense même à un moment donné à rajouter des joueurs et à faire des matchs plus longs ou bien 2 matchs ou je sais pas quoi. Mais ce genre de joueurs, ce sont des joueurs qui prouvent en play-off leur valeur. C'est ça. C'est-à-dire que on a dit les play-offs commencent, les grands joueurs doivent se montrer. Ouais. Les play-offs, les grands joueurs doivent se montrer. Et quand tu vois ce que McCollum fait quand Lillard ça ne va pas, on a vu l'autre jour un petit peu quand Curry n'allait pas, Klay Thompson s'est montré sans être la star de l'équipe. Il a dit c'est mon moment, pour qu'on passe, je suis obligé. Ouais. Et McCollum le fait en pire parce que à Portland, ils sont 2 gros scoreurs. Il n'y a pas d'autres armes. Les autres, c'est un match au passage où ils step up. C'est un match au passage. Alors que eux deux, ils n'ont pas le droit d'être tous les deux en méforme. En méforme. Exactement. En méforme, doit être presque 40 points. Donc franchement, chapeau à Portland. Ce sera une belle série. J'espère que Canter va aller mieux très vite. Ronnie Hood, l'année dernière, est le seul des Cavs qui a surnagé avec LeBron James face aux Warriors. Il connaît les Warriors. Il avait fait une très belle série malgré la finale perdue. On se demandait même pourquoi il avait été puni en finale de conférence. Mais donc, j'ai hâte quand même de voir cette équipe de revanchards, cette équipe de guerriers face à la meilleure équipe de la ligue, la plus expérimentée. On espère qu'ils vont nous pousser encore très loin. Parce que je donne pas. On va pas donner. Il y a très peu de gens qui. Il y a beaucoup. Oui. Vas-y, Doc. Vas-y. Oui, personne ne donne cher de leur profil. Mais on espère quand même qu'ils vont nous faire une belle série et qu'ils vont pousser. On ne sait jamais. Pourquoi pas les pousser même en 6 matchs? Que 6 matchs, ce serait déjà bien. Regardez, les Clippers l'ont fait. Les Clippers ont moins d'armes offensives que les Blazers. Mais malheureusement pour les Blazers, les Clippers ont réveillé les Warriors et je pense qu'ils feront plus d'erreurs. Ouais. Mais bon, je suis content pour eux. Avec tout ce qu'ils ont vécu, je suis content pour eux. Mais si, juste un point comme ça tu parlais des frères Curry et de leur père, je voulais partager avec toi le commentaire de Rachel Nichols qui précise que Seth et Stephen Curry seront les premiers frères dans l'histoire de l'NBA à jouer l'un contre l'autre en finale de conférence. Ça va être quelque chose du côté de la famille Curry. Hein. Ça va être quelque chose. Quelle famille, la famille Curry. Ça va être quelque chose d'autant plus que Doc Rivers sera derrière son beau-fils. Mm-hmm. Ah oui, c'est vrai, Doc Rivers c'est le beau-père, c'est ça, hein? C'est le beau-père. C'est le beau-père, oui. Oui, Doc Rivers. Quelle famille. Vas-y, Missy, vas-y. Non, juste une chose à faire observer. On parle beaucoup depuis le début de ces playoffs. Finalement, c'est les équipes qui ont le plus de certitude qui sont là. Qui sont là, oui. Il n'y a pas de surprise. Parce que quand on regarde les Blazers là, ce qu'ils ont bien fait dans cette série,
c'est qu'ils ont résisté et produit du jeu. Vous vous souvenez de ce match qu'ils ont disputé, qui va en 4 prolongations. Finalement, ils le gagnent. C'est ce qu'on dit toujours. On a vu ça avec les clubs anglais, là. Tottenham et puis Liverpool. Et ils ont fait des remontadas dans tous les matchs. Rien n'est anodin. On voit ce premier match de Barcelone où est-ce que Dembélé rate 2 fois le cadre, il est complètement seul. Donc ne dites jamais que tout ce que vous perdez sur le moment, ça a des répercussions. Oui. Parce que on a vu ça. Les Warriors, ils se sont pas dit on va attendre un game 7 chez nous pour plier le fer. Ils se sont dit on va aller à Houston, on va plier l'affaire. C'est pas une question que ce soit sur votre parquet, c'est une question que partout où vous êtes, vous devez gagner. Eux, ils sont venus, il y avait la pression du fait qu'ils n'étaient pas chez eux, ils n'ont rien abandonné, ils sont allés le chercher. Ils sont d'autant plus allés le chercher que les Nuggets ne l'ont pas perdu tout seul. C'est aussi des fautes qui ont été provoquées et puis ils ont joué dur défensivement. Et vous vous souvenez quand les trades ont eu lieu dans les saisons régulières, c'est les meilleures équipes qui ont fait les plus beaux trades qui sont toujours là. Mais sauf qu'il y a un hic, c'est qu'il y a le champion en titre qui n'a pas fait grand chose dans les trades, mais qui est toujours là. Pourquoi? Parce que quand on voit les Warriors, ils regardent les saisons régulières, ils jouent pour se préparer pour les playoffs. Donc, les Warriors qu'on voit bon, ils sont dans leur moment des playoffs. Le 3/4 des équipes, ils ne prennent pas cette option-là. Une équipe comme les Celtics, ils ne se préparent pas. Or, ces choses-là se préparent un minimum. C'est pour ça que le champion en titre est toujours là. Parce qu'ils savent que les Demon Green qu'on dit mauvais pendant les saisons régulières, eux, quand vient le temps des playoffs, ils attendent ça. Ils savent ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, par exemple, comme on voit les Bucks ont été à l'image de leur saison. Les Bucks sont premiers. Depuis le premier match, Giannis Antetokounmpo joue avec la même intensité. Imaginez-vous, depuis que la saison a démarré. Donc toutes les équipes là, comme on a vu Portland, ils ont toujours été dans l'intensité et ils ont saisi chaque occasion parce que il n'y a pas de game set. Si peut-être il n'y a pas de game set. Si ce match en 4 prolongations est remporté par les Denver Nuggets, donc ça dit beaucoup. Ces 7 matchs-là qu'il y a eu entre ces deux équipes, ça dit beaucoup du champion en titre, les Warriors. Les Warriors, ils se sont dit, il n'y aura pas de game set. À un moment donné, quand vous êtes une très bonne équipe, on dira Denver n'a pas trop de déception parce que c'était quand même une équipe l'année dernière qui a été éliminée dans un dernier match par Minnesota juste avant les playoffs. Cette année, ils ont terminé 2e de saison régulière. Ils ont été en playoffs. Mais comme ils étaient 2e, ça n'aurait pas dû être les Blazers devant eux. Ils avaient des armes. Les Blazers, on s'en réjouit parce que ils ont montré une capacité à être compétiteurs. Mais ça, vraiment, c'est raté pour les Denver Nuggets. C'est extrêmement raté. Ça, on peut le dire aussi. Ils ont laissé passer plein d'occasions dans ces 7 matchs. Ils ont été énormément sur courant alternatif. Ils ont quand même... Ils ont joué le niveau au moment, depuis que c'est le sport. Écoutons un peu mon pot, après Missy réagit. Qu'est-ce que tu veux dire, mon pot? Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es un peu excessivement dur, là, Missy, parce que
les deux équipes ont joué leur potentiel. À un certain moment du jeu, quand tu as fait beaucoup de temps, tu as joué à un certain niveau, tu étudies le game chaque jour, tu regardes, mais on ne peut pas laguer les fautes net parce qu'aujourd'hui, dans la foulée, rappelle, regarde, quand ils mènent des 17 points, Portland revient au score, n'est-ce pas? Essaie de revenir au score. Ronnie Hood tentait de rentrer, il se blesse. Quand il se blesse, on dit que mec, qui va maintenant donner un peu les points comme Damien Nescor, le petit qui est venu là, qui a fait 17 points. Pour le nombre de rebonds et ce qu'il a fait comme défense, tout un peu, non? Tu l'as lancé un peu, c'est un peu disruptif, c'est un peu comme tu parlais tout à l'heure de Liverpool qui a gagné l'autre jour le Barça. C'est la même chose parce que tu n'avais pas un Salah qui joue d'habitude. Ça change la problématique du système de jeu. Ça veut dire, quand il y a un gars qui manque le ballon, il a précisé, tu as un joueur très altruiste comme Damien là, qui laisse son gars shine. Alors que tout le monde sait que lui, il est toujours en train de vouloir vendre. Mais il a dit que je veux montrer ce qui veut dire être un grand joueur. Un grand joueur, ce n'est pas seulement celui qui prend 100 points. C'est celui qui a un niveau connaît que Général. C'est pour ça que le LeBron James ne pas. Parce que regarde ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, il a vu qu'il ne pouvait pas scorer. Il ne scorait pas. Il a dit que mon homme attaque la main. On a vu, il a signé quoi, 37 points. Et tu as le nombre de rebonds. Mais c'était un 37 points sans paniquer. Parce que je ne pense pas que je peux t'assurer que sur ce match, les gars de l'autre côté de Porte ne paniquaient même pas. Tu veux savoir qu'ils ne paniquaient pas. Il driblait constamment le ballon de la ligne vers le bord parce qu'il savait qu'on allait trap. Et comme il savait qu'on allait trap, ils amenaient les joueurs le corner pour être trap. Et il savait que ça permettait maintenant à CJ McCollum de couper au milieu, de prendre et de rip through et d'attaquer là-dedans au milieu. C'est ça que tu t'es rendu compte. Il attaquait toujours au milieu parce qu'il savait que les deux joueurs qui allaient collapser pour aller frapper les gars sur le corner, ça les permettait d'avoir la ligne du milieu. C'est pour ça qu'ils ont divisé le terrain en 4. Ça veut dire qu'il s'est rassuré. Quand la sortie de balle, Daniel il a deux joueurs sur lui. Il ne prend pas le ballon. Il laisse temps de prendre le ballon ou un autre gars prend le ballon. Dès qu'il prend le ballon, on vient maintenant faire l'entrée sur quand tu maintenant qui prenait le ballon, il faisait 2 ou 3 dribbles, il passait aux joueurs qui étaient ouverts, qui attaquaient l'anneau. C'est justement là où le coach de Neg était un peu attribué parce qu'au niveau, il n'y avait personne qui fermait les attaques. Et c'est là où on commençait à percuter. C'est là où tu as vu commencer à gagner le score petit à petit. Et tu vas te rendre compte que Neg a joué son match comme j'ai l'habitude. On a vu le petit là. Il a fait un bon match. Il a fait un mauvais match. Il n'a pas pris les tirs, il a raté beaucoup de tirs. Est-ce que c'est facile de prendre les tirs alors quand tu as une équipe en face qui ne panique pas? Parce que je te le dis encore, ils avaient une équipe en face qui avait des gars qui étaient plus militaires. Un peu plus, non? Si j'ai marqué les Damien, ils ont une petite alchimie là, ensemble là. Ils ont un petit clic là que tu regardes, c'est dans le regard, ils jouent ça avec le regard. Ça, ils l'ont, ça. C'est obligatoire. C'est vrai que les nègres sont ça, mais ils ont ça sur 4 joueurs. Alors que les gars ont 2 joueurs spécifiques qui s'appuient dessus. Les 2 joueurs l'ont tué carrément. Ce que je disais. Alors, Missy répond et après on enchaîne avec la suite. Vas-y, Missy. Non, moi pour ce que je disais, je ne dis pas que tu as tort, mais je dis que c'est pas sur le dernier match que ça joue forcément. Ce match, ils vont en 4 prolongations. Avant même qu'il y ait 4 prolongations, les Denver sont beaucoup mieux placés pour le gagner. Je dis, c'est les occasions que tu laisses en cours de route. C'est pour ça que les Warriors, eux, ils ont coupé court pour aller jouer un 7e match chez eux. Ils se sont dit, on va aller là-bas à Houston et on va gagner. Je ne suis pas en contradiction avec ce que tu dis. Je n'ai pas été en contradiction, mais c'est justement que tu es un peu dit, tout est dit, n'est-ce pas? Ne te pas les anciens, n'est-ce pas? Rappelle-toi, souvent, Phil vient nous dire ceci. Les gars, désolé, je suis over. Un peu, non, je ne peux pas faire le show. Ça ne veut pas qu'il ne peut pas venir en ligne. C'est juste qu'il est au niveau où son cerveau est submergé à un niveau où il ne peut pas avoir l'attitude de parler avec la voix qu'il donne d'habitude au micro. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la faute. C'est un bon exemple, mon pauvre. C'est un bon exemple. Les a fait ce qu'ils avaient à faire. Oui. Mais le problème du fond, c'est que justement, en face, ils avaient des gars qui dérangeaient ce qu'ils font d'habitude. Ça veut dire qu'on connaît que Simon m'a peut faire une blague parce qu'il va attaquer une gauche, c'est un exemple. Mais aujourd'hui, maintenant, la go contre-attaque avec une autre blague. Quel exemple ça, moi? Que les gars ont joué leur niveau, mais aujourd'hui, là, ils étaient disruptifs. Quand tu as vu l'autre
Jokic a contré. Ils ont pas fait. C'est peut-être que les deux mêmes qui paniquaient, même c'était les Nuggets. En fait, les Nuggets ont fini par paniquer. Parce que les autres. Même quand ils ont mené, paniquaient. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas mener les 17 mois. Tu as le public derrière toi, tu as le momentum. Et tu commences à faire. Je vous coupe pas, hein. Je vous coupe pas. Il y a Bleacher Report là qui compare le contre. Je sais pas si vous avez vu le contre de CJ McCollum sur Jamal Murray là en contre-attaque. Ils ont fait un comparatif avec le fameux contre de LeBron James sur Andre Iguodala. Vous vous souvenez quand les Cavs avaient remonté 3-1 et puis qu'ils avaient remporté le titre. C'était pas mal. J'ai envie d'écouter le doc sur tout ce qu'il a entendu. Et après on va enchaîner sur la suite. On va essayer de faire une preview de cette finale de conférence. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire comment tu as envie de réagir sur tout ce que tu as entendu, le doc? Oui, il y a 10 000 façons d'expliquer. Hein. Tu sais, le match, quand les gens jouent, les coachs, pendant le match, les coachs essayent d'ajuster. Au final, celui qui ajuste le mieux ou celui qui a les joueurs les plus décidés ou les plus en chance sur certains tirs, ça se joue à tellement peu dans ce genre de ça se joue à tellement peu, mais moi, je trouve que à domicile, je suis quand même surpris que les Nuggets n'aient pas essayé de contrôler le tempo de ce match. Moi, je regardais le match, j'ai l'impression que les Nuggets ont joué, sont rentrés dans le jeu des Blazers. En même temps, ils sont assez proches dans le style de jeu. Ils sont assez proches, mais quand les Nuggets ont mené, ils avaient imprimé un tempo qui, pour moi, était le bon tempo parce qu'au final, ils ont joué avec le rythme de Jokic sans trop courir, tandis que de l'autre côté, ils essayaient d'accélérer constamment, mais pour moi, les Nuggets auraient dû maintenir le tempo joué du 20 secondes à 24 secondes, mais j'ai l'impression qu'ils voulaient creuser absolument. Et on voit un peu l'expérience pour moi des playoffs du Game 7 où les équipes qui vous creusent, qui vous mettent 18 points d'écart ou 20 points, ils savent à un moment donné vous imprégner des attaques placées de 20 secondes, 24 secondes, de travailler dedans, de jouer, de chercher les fautes, d'aller. Parce que regarde, aujourd'hui, une stat qui ne ment pas. Une stat qui ne ment pas. Jamal Murray, 17 points. Toute la série, Jamal Murray a porté cette équipe avec au moins 25 à 30 points. Dans des matchs, certes, il a eu des matchs un peu moins. Il était au moins entre 20 et 25, voire plus de 30 points. Donc, ça montre qu'il avait un peu moins de réussite. Ou bien, parce qu'il tente quand même 18 tirs. 4 sur 18, c'est pas terrible. Pourtant, c'est Jamal Murray qui les porte d'habitude. Gary Harris a connu une série moyenne, très moyenne. Et aujourd'hui, il s'arrête à 15 points. Quand leurs deux flèches ont 15 points, on peut me dire que dans les autres matchs, Jokic est monté à 37, 35, 36 points. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les remplaçants, vous avez vu un peu dans le turnover des Blazers, ils ont pas mal fait jouer Meyers Leonard. Meyers Leonard, lui, c'est un jeune qui rentre pour faire le sale boulot. À un moment, pour gérer Jokic, n'a pas trop le choix quand Jokic et en même temps Plumlee et Millsap. Il faut Zach Collins. Des gars rentrent, ils prennent des fautes, ils tapent les mains, ils encaissent les coups. Et si Zach Collins réussit à mettre même un tir à 3 points dans les moments chauds, ça devient compliqué. Donc, moi je dis, ça se joue à tellement peu. Analyser ça, c'est très compliqué là maintenant, mais c'est vrai que quand on regarde le tempo qui a été joué en deuxième période, ça fait l'affaire de Portland. On sait bien que Portland, ça joue en mouvement, ça joue vite. Parfois du 1 contre 1 sur la première attaque, il n'y a même pas de passe parce qu'ils ont deux joueurs de 1 contre 1 qui sont terribles. Ils traversent le centre, ils demandent un bloc, allez, mismatch, allez, ils balayent le mec, jump shoot, dedans, ça s'enchaîne comme ça. René Hood se blesse. McCollum leur a fait très bien. Voilà, c'est ce que McCollum leur a fait et qu'à un moment, quand Lillard a eu un truc très simple, il mène, Lillard fonce en contre-attaque, il décolle, il est fermé, il ressort, il n'attend pas le reste, on lui redonne sur le corner, il déglingue. Portland aime quand le rythme du jeu est comme ça. C'est toujours, c'est non-stop. Allez, on va d'un camp à l'autre. Mais à un moment donné, quand tu mènes de 20 points, tu ne peux pas continuer à tomber dans le jeu de l'adversaire à faire ça. Surtout que l'adversaire aime ça, a besoin de ça. Tu ne peux pas tomber dans... Après,
malgré ça, ils auraient pu gagner. Hein. Je dis ça, c'est ce que je pense. Surtout que dans ce tempo-là, Jamal Murray n'a pas tenu. Gary Harris a un peu essoufflé, mais regardez le fameux Will Barton met plus de points. Malik Beasley n'a même pas beaucoup joué, mais il a mis 0 points dans son peu de temps. Beasley, on peut dire que il était en défense comme Torrey Craig, mais d'habitude ils en mettent un peu plus. D'habitude ils en mettent. Démarrons le. Oui, vas-y, Moko. Non, il a dit Sixers contre les Raptors. Oui, c'est le début du match aussi. Voilà le match qui a démarré. Allez, on va enchaînons rapidement pour donner notre analyse sur une petite preview. Allez, comment est-ce que vous sentez ces Blazers face aux Warriors? On va commencer par Mopo. Au-delà de cet historique match des frères Curry, on rappelle, c'est la première fois dans l'histoire de la NBA que deux frères s'affronteront l'un contre l'autre en finale de conférence. Mopo, les Warriors qui tout le monde s'accorde de le dire, les Blazers vont être bouffés tout cru. Est-ce que tu fais partie de ceux qui se disent ce sera un sweep, ou tu te dis non, ça va jouer quand même au basket, ils peuvent prendre 2 matchs. Tu penses qu'ils peuvent prendre 2 matchs? Ils peuvent prendre même 3. Aïe. Ça va se passer au niveau de quoi? De garder le momentum et le tempo. Parce qu'avec une équipe comme les Warriors, c'est facile de break ton mental en fait. Un peu, non? Oui. Si les gars jouent comme ils ont joué cette série de Nuggets ouais. Et qu'ils, même s'ils sont menés de 15 points, 18 points, qu'ils ne baissent pas, ils peuvent gagner des matchs. Ils peuvent gagner au moins 3 matchs. Ils peuvent pousser ça, ils peuvent pousser la série loin. Tu me suis un peu, non? Parce que si tu veux bien voir, pan pour pan, flèche sur flèche, position par position, ils peuvent quand même un peu rivaliser. C'est vrai qu'ils n'ont pas assez de firepower comme les gars, mais ils peuvent. Tu me suis un peu, non? Maintenant, ça va être au niveau de comment on gère la gestion du banc. Ceux qui viennent en ajout là, tu me suis un peu, non? Ils peuvent pousser les gars. Tu les vois prendre 2-3 matchs quand même. Ils les donnent perdant de très loin, mais il peut parier qu'au moins sur les deux premiers matchs, ils prennent au moins un match. Ouais. Missy, comment est-ce que tu vois cette finale de conférence? Tu vois les Blazers prendre 2 matchs ou un seul match? Quand même. Je vois peut-être 2 matchs. Ça va dépendre de si KD revient ou pas. Demarcus, il revient. J'ai vu ça. Il revient, Demarcus, déjà. Ah, il revient. Demarcus, il revient, oui. Déjà. Il revient. On avait cru que les playoffs étaient finis. Il sera là. Il sera là. Qu'est-ce qu'on a toujours dit ici, depuis avant même que la saison ne commence, on a dit les Warriors sont les mieux à même de se succéder à eux-mêmes. Ils ont plus de certitude que le reste des gens. Ce fameux Game 6 qu'on a vu au Rocket, qu'est-ce qu'il y a? C'est que les Warriors sont l'équipe qui procède le mieux aux ajustements en plein match. Donc, eux, les ajustements, ils vont y procéder. McCollum, Damon Green est déjà, à mon avis, à pied d'œuvre pour le stopper. Parce que l'équation va être qui va stopper McCollum. S'ils arrivent à très bien contenir McCollum, c'est là. Ça veut dire que ça va jouer. En temps normal, beaucoup plus d'armes offensives. Et le retour de Marcus Cousins, c'est une bonne chose. Parce que on attend de lui qu'il fasse un chantier au rebond. Et le retour de Marcus Cousins, c'est pas forcément une bonne chose pour les Blazers. Mais ceci étant dit, ce qu'on a observé des Warriors, c'est qu'ils se sont vraiment servis de cette défaite de 2016, cette défaite où ils menaient 3-1. Ça veut dire que là, maintenant, ils prennent ce que donne la défense adverse. Et Steph Curry, il ne prend plus forcément des tirs à 3 points tout le temps. Il est aussi capable d'attaquer le cercle. Mais ce qu'on a observé sur ce Game 6,
c'est déjà que Steph Curry a perdu peu de ballons et il a fait trois choses. C'est qu'il a contrôlé très bien le tempo du match. Il a pris les tirs quand c'était nécessaire, quand il estimait que ça pouvait entrer dedans. Et la troisième chose qu'il a fait, c'est qu'il a très bien trouvé ses coéquipiers. Et les facteurs clés de cette confrontation seront, c'est pour moi, le décisif. Ça ne sera pas Clay ni Steph Curry, parce que eux font généralement leur point. Le défi justement des Blazers, ça sera les joueurs comme Looney ou encore André Iguodala. On oublie, dans le dernier match, il a scoré 15 points, pris 3 tirs. Il a pris 3 tirs à 3 points. Bref, c'est sur ces joueurs. C'est pas sur les meilleurs marqueurs et autres que ça va se jouer. C'est sur les seconds. Les seconds rôles, les remplaçants. Et ils ont démontré qu'ils en ont sous la semelle, hein, les remplaçants, surtout lors du dernier match avec l'absence de KD. Faisons réagir le doc NP. Comment est-ce que tu vois rapidement cette preview? Est-ce que tu vois 2 matchs remportés par les Blazers? Oui, c'est possible. Hein. C'est possible. Il y a pas, c'est plus. Je pense, je sais même pas si en conférence ouest il y a eu un sweep. Hein. Je sais pas s'il y a eu un sweep. Non, il n'y a pas eu. Non, pas du tout. Oui, ça veut dire qu'il y a quand même des guerriers qui se battent chaque match et pourquoi pas. Mais par contre, à Golden State, je les vois pas, moi. Je les vois prendre à domicile parce que sur leur parquet, Lillard et McCollum sur leur parquet, là, c'est magique ce qu'ils font. Et même les autres, Rodney Hood, j'espère qu'il va vite revenir parce que sans lui, je les vois très mal partis. 4-0, 4-1. Rodney Hood est trop important depuis la blessure de Nurkic et même avant, à son transfert là-bas. De toute façon, quand Kanter et Hood arrivent là-bas, moi je les mets comme les principaux concurrents des Warriors, mais quand Nurkic se blesse, moi je les vois très mal, quoi. Et ce banc qu'ils ont est suffisamment étoffé, sauf que maintenant Rodney Hood, s'il ne revient, parce que je pense que c'est une hyper extension du genou. J'ai eu un truc comme ça il y a 2 ans. Je joue toujours avec une genouillère. Après, on n'a pas les mêmes médecins, bien sûr, mais toujours avec une genouillère. Ce truc, c'est pour que ça se remette. Donc, j'espère qu'ils ont. C'est pas si grave et qu'il peut arriver dans le game 3 au moins, parce que je suis pas sûr qu'il puisse jouer le game 1 et 2. Et surtout que là, il n'est même pas. On va dire que ça, dis donc. Donc, je pense qu'ils peuvent. Ils peuvent surtout sur leur parquet. Après, tout ça va dépendre des Warriors, Phil. Je vais te dire, c'est les Warriors qui peuvent déjouer surtout. Parce que si les Warriors ont la défense qu'ils ont là, parce que les gens se rendent pas compte, parce que Houston a pris 4-2. Mais Houston est une équipe forte. Houston a juste été un peu bête dans des moments clés. Mais battre Houston, c'est avec peut-être les Bucks et les Rockets, c'est les équipes les plus dures à battre de cette ligue. Et les Raptors et les Bucks plutôt, mais battre Houston tel qu'ils ont fait, et c'est défensivement qu'ils les ont battus. La défense que je vois les Warriors faire là, si les Warriors jouent au niveau des Warriors comme ils veulent, parce que parfois ils élèvent leur niveau, parce que par rapport à Houston c'était un vrai défi entre eux, ça commence à être une rivalité. Parfois on est plus motivé dans ça et on est laxiste sur d'autres, on l'a bien vu face aux Clippers, mais si les Warriors impriment la défense que j'ai vue là face aux Rockets avec Iguodala, Draymond Green et même Clay, pour les Blazers, ça va être très compliqué. Après, franchement, si tu me demandes un pronostic, c'est entre 4-1 et 4-2 pour moi. Ouais, ça c'est sûr. Allez, on va faire le point sur le live avec les Sixers, les Philadelphie qui ont enchaîné face aux Raptors dans ce deuxième Game 7.
Les Raptors qui mènent au score 6 pour l'instant, 3 pour les Sixers. Il reste 6 minutes à jouer dans le premier quart-temps. On rappelle que pour l'instant, c'est Kawhi Leonard qui mène avec 4 points, c'est JJ Redick avec 3 points sur cette rencontre. Et Pascal avec 2 points. On va justement... Movo, tu gardes la main justement parce que je voulais avoir ton avis. Je voulais avoir ton avis sur ce que tu veux voir. Qu'est-ce que tu as envie de voir sur ce match? Est-ce que tu as envie de voir... dis-nous. Qu'est-ce que tu as envie de voir sur ce match? J'ai envie de voir les Sixers prendre plus de rebonds parce qu'en 4 minutes de jeu, les Raptors sont à 12 rebonds en 4 minutes de jeu. Oui, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas normal. Ça veut te dire que les Raptors ratent assez, mais ils prennent assez de rebonds, ils cherchent beaucoup de rebonds offensifs. Tu vas te rendre compte que Joel doit plus avancer légèrement pour pouvoir donner parce que quand il fait ce qu'il fait là, regarde. Il chaud, il est en bas. C'est ce qu'on l'a entendu dire ça en zone d'interview pendant l'entraînement, qu'il fallait qu'il joue un peu plus à l'intérieur. Lui-même, il l'a dit d'ailleurs aux journalistes. Mais... Il va jouer à l'intérieur parce que aujourd'hui, dans les 5 premiers tirs de ce match, il a pris les 7 premiers tirs, il a pris 4 tirs là-bas et 1 tir à 3 points. Il n'a rien marqué. Non. Il joue un peu, non? Il est à 0 sur 2, à 0 sur 5, 0 sur 2. Donc c'est pas bon. C'est pas bon pour le début pour les Sixers. Non. On n'a pas envie de voir ça. On n'a pas envie de voir ça. Le doc qui veut réagir. Qu'est-ce que tu veux dire, le doc? Tu veux dire quoi? Je rappelle ce que je disais l'autre jour en émission que par rapport à ces problèmes physiques et de santé. Oui. Tous les grands joueurs au premier carton jouent sur les 12 minutes, on joue 9 à 10. Joël est déjà sorti et je disais l'autre jour, il en joue 6 maximum et on le fait sortir parce que son physique ne tient pas plus que ça. C'est assez inquiétant de ce côté. Son physique ne tient pas plus que ça. Et comme on parlait de sa santé nutritionnelle plus haute, il va devoir voir ça parce que tous les grands joueurs, les titulaires, sur qui on compte, joue au moins d'abord les 9 à 10 minutes et après se repose 2 minutes avant de rencontrer. Les 2 premières minutes, il a fatigué. Lui, il est déjà sorti. Après 6 minutes, on le remplace. Et c'est un gros problème pour son équipe parce que son équipe a besoin de lui sur le terrain. Quand il sort, les gars la pénètrent bien plus. Ça pénètre plus, ça va au cercle. Heureusement que ce coach a... Oui, comme voilà Van Vliet qui va chercher 2 lancers francs. Van Vliet n'a pas peur de pénétrer quand Joel est... Et même Kawhi Leonard fait toi, puisque le seul qui le contre, c'est Joel Embiid. Il a contré plusieurs fois dans cette série. Mais quand il n'est pas là, il va y aller dedans. Heureusement qu'il a compris que Monroe peut aider, parce qu'au début, il ne mettait même pas Monroe, on ne savait pas trop pourquoi. Donc là, ce soir-ci, sans du cœur, en tout cas, pour l'instant, ils tiennent, tu vois. Pour l'instant, Philly... Oui, c'est très serré, 8 à 7, 10 maintenant. Voilà, très serré. Très serré. Les Raptors qui mènent 10 à 7 dans ce premier quart-temps. 10 à 7, il faut dire. Il met 10 à 7 et il joue contre Kawhi, parce que c'est lui qui a le plus gros des points des Raptors. Ouais, Kawhi Leonard. Et sur les 12 rebonds, il a au moins 5 rebonds déjà. 6 points pour Kawhi Leonard, 3 sur 7 au tir, 0 sur 3 à 3 points, 1 rebond, 1 interception. Il est à 1 rebond pour l'instant, Kawhi. 1 rebond pour Kawhi. Pascal, il a 5 rebonds, Pascal Siakam. 5 rebonds. 6e rebond, voilà, le 6e rebond de Pascal. Pascal est très concentré sur le rebond. 1 sur 4, 6 rebonds, 2 points. Quand tu prends beaucoup les rebonds, tu marques aussi beaucoup. C'est vrai. Ça te permet de scorer après. Ouais. Missy, qu'est-ce que tu veux dire, Missy? Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes en direct du match, les Sixers face aux Raptors, 10 à 7. Missy à la parole, il reste 4 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Vas-y. C'est tout à fait vrai ce que dit Mopo, parce que les meilleures équipes sont celles qui défendent le mieux. Parce que quand vous défendez, vous attaquez
Le fait de prendre un rebond, ça initie la contre-attaque. Donc vous jouez mieux déjà parce que vous êtes dans le rythme. C'est l'intensité. C'est cette question d'intensité que les Bucks ont battu les Celtics. C'est toutes les équipes qui sont gagnantes là, à l'heure actuelle. On le voit même avec les Warriors. C'est l'intensité qui vous fait gagner. C'est votre activité. Il faut toujours être actif sur un terrain. Quand tu vois... Vas-y, monsieur. Oui, il faut toujours être comme un skate de jour. Vas-y. Oui, vas-y. Vas-y, je te laisse. Quand tu regardes la gestion du match 70, tu vas te rendre compte que c'est ceux qui connaissent les matchs 7 qui sont en train de faire le match maintenant. Et tu vas voir comment Joel Embiid, il ne court pas lui rapidement pendant qu'il se positionner. Parce que rends-toi compte de la perte de balle qu'il vient de faire. Il était en train de chercher faire l'écran, on a perdu le ballon. Et le bon, on tentait, Danny Green était dans tes dents quand lui se positionnait encore. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le sens de l'urgence. Et c'est ce que justement, tu regardes le match de ball, Damien Lillard, c'est ce qu'il a fait. Il y avait le sens de l'urgence. Parce que vous dites c'est un game 7. Ça veut dire que tu veux tuer le poisson le plus rapidement, un peu, non, et en utilisant moins d'énergie parce que c'est une série, qu'il y a une autre série qui arrive. Et quand tu vois l'équipe de Sixers en face, tu te rends compte que les jeunes enfants là, Joel Embiid, le petit Ben Simmons, qui sont nouveaux, ils ne sont pas habitués à ce genre de situation. Game 7, c'est demi-finale de conférence. Tu veux jouer de conférence, tu sens qu'ils n'ont pas, tu vois un peu, non? Ils n'ont pas de sens de l'urgence. Ce que tu dis là, cette année, c'est ce qu'on a reproché aux mêmes Sixers l'année dernière dans la série face à Boston. Les matchs des Sixers se perdaient quand venait le momentum, comme ça, quand venaient les derniers matchs. C'est ce qu'on dit là, c'est ce qu'on disait déjà l'année dernière. Vous vous souvenez quand ils ont joué les Boston Celtics, les mauvaises actions que fait Joel Embiid et autres, et les Sixers vers la fin de match. Maintenant, on va se dire une chose. Moi, je le dis, certes, l'utilisation d'Embiid n'est pas bonne. Quand vous avez un joueur qui... Temps mort demandé par les Sixers. Temps mort demandé par les Sixers. Les Raptors qui prennent le large. 14-7. Il reste 3 minutes dans ce premier quart-temps. Vas-y, Missy. Vas-y. Joel Embiid qui a perdu un ballon sur une interception de Marc Gasol. C'est pas bien, hein. Joel Embiid, il doit rester plus concentré que ça. Ouais. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il se positionnait encore et on voulait faire la passe. Et on a intercepté. C'est pas bon. Vas-y, Missy. Vas-y. Ce que je dis juste une chose, c'est qu'on l'a dit depuis le début des playoffs. On a dit quoi au début des playoffs? On a dit Embiid ne sera jamais à 100% dans ces playoffs. Donc maintenant, quand vous avez un joueur qui est comme Embiid diminué, il faut le mettre dans les conditions, créer du jeu pour lui. C'est quelqu'un qui peut attaquer le cercle. Et dans ce cas-là, je me demande, il est où le meneur? Ce qu'il y a, c'est que Joel Embiid... le meneur est devenu pivot. C'est Movo qui a dit ça. Le meneur est devenu pivot. C'est problématique. C'est le désordre. C'est le désordre. Il n'y a pas de désordre, mais c'est que on se rend compte que le coach a donné, tu vois, Joël, c'est la fesse de franchise. Ben Simon, c'est une fesse de franchise. À ce niveau, tu as dit que tu l'as fait. Regarde comment Joël Embiid va pour rentrer. Là, on m'a dit que pour rentrer. Là, je comprends ce que tu m'as dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'urgence, il n'est pas là. Donc, ça veut dire que le coach ne sait pas quoi tu lui remets après dans le temps. Tu vois un peu, non? Le problème, il ne sert à rien là maintenant, à l'intérieur. Le problème, c'est... Voilà, il doit jouer. Voilà, il doit jouer. Regarde le rebond, regarde. T'as 8 pouces, regarde où je se retrouve. Regarde. Oui. Il a la tête d'écran. Regarde comment il bouge. Kawhi Leonard qui prend vraiment le rebond défensif là sur lui. Non, c'est Joel Embiid qui l'a pris, pardon. Joel Embiid qui l'a récupéré. Le fameux match presque. Il est pas mal le contre de Ben quand même sur Kawhi, non?
Il est pas mal. Vas-y, Missy, vas-y. L'histoire, c'est que le fameux match où on a vu Joël Embiid très bon, où il a scoré 3 points, il a été omniprésent. Joël Embiid, c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans le rythme. Quand il n'est pas dans le rythme, c'est très mauvais. Quand il ne tourne pas, il n'est pas dans l'intensité. Or, il n'est pas dans sa meilleure forme physique pour être dedans. Parce qu'il y a les répercussions de tout ce qu'il a été malade. Et il y a le fait qu'il ne se concentre pas non plus sur ce qu'il peut apporter de plus. Parce qu'avec sa maladie, qu'est-ce qu'un coach vient raconter qu'à 6 heures du matin, on a fait une piqûre à Joël Embiid. Joël Embiid n'allait pas bien. Du coup, vous donnez crédit à moudre à l'adversaire. Parce que l'adversaire, il sait.
basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.